Bonjour à tous et bienvenue en direct de notre studio pour, je vous le dis tout de suite, ce qui ne sera pas un match amical, mais un truc excessivement sérieux, le premier club expert immobilier de l'année 2018. Alors pour commencer tout de suite, Georges Delataille, première question, est-ce que les supporters sont nombreux devant leur écran ? Bonjour Jean-François, écoutez, il y a eu de nombreux supporters avant le match parce qu'on a déjà une bonne vingtaine de questions, donc n'hésitez pas à en poser beaucoup. Et alors comment on fait pour poser des questions ? Les règles du jeu ne changent pas. La petite zone sous la vidéo, vous les posez, vous appuyez sur envoyer et elles arrivent automatiquement sur mon écran. Bien, la règle du jeu de ce club expert immobilier, nous sommes ensemble pendant 45 minutes de manière interactive, comme vient de nous le dire Georges. 45 minutes, c'est donc le temps d'une mi-temps de football. Vous allez donc rater la première mi-temps, mais vous savez qu'avec l'équipe de France, si on ne veut ne pas la voir jouer, il faut regarder la seconde. Allez, on annonce tout de suite la composition de l'équipe de ce club expert immobilier avec notre premier invité qui a ses quartiers de l'autre côté de la Seine, à savoir du côté de Montparnasse, le directeur général d'Amundi Immobilier, Jean-Marc Colly. Bonsoir. Bonsoir. Nous continuons avec le directeur du développement de Primonial REM. Bonsoir Daniel Wayne. Il est mort de rire. Le directeur commercial de la Française, Christophe Nizan. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons le président de Perial. Bonsoir Eric Costra. Bonsoir. Bien, pour répondre à la question du soir, à savoir quelles opportunités dans l'immobilier aujourd'hui, je vous propose non seulement de commencer par nous intéresser à la situation économique, parce que oui, l'emplacement, c'est toujours important en immobilier, mais sans activité économique, il n'y a pas de locataire possible. Donc on parlera de l'activité économique, de la croissance économique. On s'intéressera ensuite à la situation du marché immobilier. Avant de conclure, en essayant de regarder avec nos invités pour savoir où ils investissent aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. On commence tout de suite avec la première partie. Jingle. Parlons de l'environnement économique pour savoir comment nos invités aujourd'hui le voient, pour savoir dans quel secteur ils doivent investir en priorité. On a eu des bonnes surprises sur les chiffres de la croissance française en 2017. Quel est votre sentiment sur 2018 et les années suivantes ? Christophe Nizan. Nous, effectivement, après une année 2017 marquée par une croissance supérieure aux attentes, il faut quand même le signaler, on anticipe une continuité sur 2018, c'est-à-dire une croissance qui serait de l'ordre de celle qu'elle a été en 2017. Donc de ce point de vue-là, on pense qu'appliqué à l'immobilier, ce sera quand même un scénario qui sera très proche de l'année 2017. Daniel Weil. Nous, on est effectivement plutôt optimiste, d'autant plus que c'est une croissance qui pourrait se révéler un peu plus inflationniste que les années précédentes. Et à notre sens, c'est ça la variable. C'est-à-dire que si la croissance devient inflationniste et commence à permettre quelque chose comme une hausse des taux, même légère, même progressive, alors on rentre dans un régime qui est normalement plus favorable, notamment au loyer. Jean-Marc Colly, si on regarde les statistiques de la Banque de France qu'on va voir dans quelques instants, les perspectives de croissance sur 2018-2019, on voit effectivement rebond de l'inflation un peu anticipé sur l'exercice 2018, ralentissement 2019. Vous, croissance-inflation, quel est votre mix et comment vous voyez les choses ? La recherche d'Amundi la voit pas très loin de ce que prévoit la Banque de France. En termes de, alors on ne gâche pas notre plaisir en regardant la croissance, parce qu'au final, elle est quand même créatrice d'emplois et donc d'amélioration de la situation du marché immobilier. Puis on regarde avec intérêt l'inflation, puisque s'il y a un produit qui protège bien de l'inflation, c'est l'immobilier. Et là encore, lorsqu'elle apparaît, elle indexe la totalité de nos loyers et donc elle améliore aussi, au-delà de la croissance, la distribution de nos fonds. Donc un contexte plutôt favorable, mais notez quand même qu'on la prévoit pas très forte, cette croissance, et puis peut-être pas très très longue. C'est ça un peu ce qu'on entend. Alors on est loin de la déflation, mais on n'est pas non plus dans une croissance absolue et pendant des années. Donc il va falloir en profiter et puis se prémunir contre les risques de l'inflation. Eric Costra, votre sentiment, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc Colly, c'est vrai qu'on a eu 2% en 2017, là on voit les prévisions de la Banque de France, on est systématiquement en deçà des 2%, donc on est naturellement à des niveaux nettement supérieurs aux petits pourcents qu'on avait les années précédentes, mais on ne sent pas une ultra dynamique, on va dire. Il y a quand même un retournement de conjoncture, et je pense que ça, on le voit tous, c'est important pour les propriétaires immobiliers. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période où quand même la négociation nous était quand même assez défavorable et que là on voit bien qu'on a à la fois à travers l'amélioration de nos taux d'occupation, on a une forte demande de la part des entreprises, il y a quand même une confiance qui est sur le marché et dont on est bénéficiaire. Et en plus de ça, on revoit une augmentation de l'indice également.
de l'indexation des loyers qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui était à un moment négatif. Et là, donc, on revoit qu'on est quand même dans une dynamique qui est extrêmement favorable aux propriétaires immobiliers. Donc on a quand même une bonne conjonction de planètes. Sentiment sur les taux, Daniel Weil, la Réserve fédérale américaine a remonté ses taux. Vous dites que c'est effectivement, ça enclenche une tendance globale de remontée des taux des deux côtés de l'Atlantique? Je pense qu'il faut d'abord voir d'où on vient. C'est-à-dire on vient d'une année 2017 où c'était le risque politique qui était, je dirais, le driver d'une hausse des taux potentiels. Et là, on entre dans une phase où c'est la croissance économique et surtout l'inflation qui serait un driver de la remontée des taux. Donc c'est quand même très différent comme remontée des taux. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un alignement de planètes, comme disait Eric, sur les mesures qui pourraient générer un peu d'inflation, mais ça c'est la bonne hausse des taux. C'est-à-dire que clairement, sans parler de guerre commerciale, je dirais les tentatives je ne sais pas s'il faut appeler ça protectionnisme, mais en tout cas de renégociation bilatérale entre les pays jouent en faveur de l'inflation. C'est pas non plus une inflation keynésienne avec une boucle prix-salaire. Donc c'est embryonnaire, mais il ne faut pas oublier. Enfin, ce n'est pas une inflation keynésienne avec une. Ce qui a fait peur aux États-Unis, ce sont les salaires. Oui, mais la stagnation des salaires a été pendant 20 ans, les salaires ont été constants aux États-Unis. Donc là, on est clairement dans un changement de régime. Après, tout dépend évidemment de la politique, mais je pense qu'on est quand même dans un environnement qui est beaucoup plus optimiste qu'il y a un an. Pour vous, à la française, le sentiment, c'est de se dire effectivement que l'environnement au niveau des taux a profondément changé? Oui, clairement, pour rebondir sur la partie Amérique-Europe, il y a quand même quelque part un décalage. Les États-Unis ont déjà initié la hausse des taux. En Europe, probablement que ça arrivera l'année prochaine. Alors si on regarde, on a un papier d'Investir d'ailleurs qui résume la situation américaine, c'est qu'on a grosso modo confirmé 3 hausses de taux pour l'exercice 2018 et la Réserve fédérale a dit qu'il y en aurait éventuellement une de plus que prévu en 2019. Oui, nous à la française, on pense que la hausse des taux, en tous les cas en Europe, puisqu'on est quand même très exposé à l'Europe, et ici je pense que tous les acteurs sont très européens, on attend une hausse des taux en Europe l'année prochaine et on l'appelle de nos voeux quelque part, puisque finalement ce serait quand même la traduction du sujet central qui est le retour de l'inflation, qui est une nouvelle fois effectivement très porteur pour l'immobilier. Et la hausse des taux, ne l'oublions pas, est quand même la traduction opérationnelle concrète d'une reprise de l'économie qui est très très bonne pour l'immobilier une nouvelle fois. Et la tertiarisation de l'économie est quand même portée par la reprise économique. Donc la reprise économique, l'inflation, la hausse des taux est aussi favorable à l'immobilier. J'entends l'argument de la hausse des taux, côté positif sur la revalorisation des loyers. J'ai envie de vous poser la question sur le crédit, parce que vous utilisez tous un peu de crédit dans vos produits. Si les taux augmentent, est-ce que l'effet de levier va rester aussi important qu'il ne fut? Bien sûr que non. Bien sûr que non, il y aura une réduction du delta, mais c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être positif également pour l'immobilier. Ça va peut-être un petit peu calmer les prix et calmer effectivement une espèce d'engouement sur lequel on aura une situation un peu plus saine pour pouvoir faire nos investissements. Ok, je résume grosso modo ce que vous êtes tous en train de me dire. Il y a une sorte un peu de consensus autour de la table qui consiste à dire on a une croissance économique qui est clairement bien meilleure que ce que l'on a connu les années passées. Donc ça, c'est favorable. Comme elle est inflationniste, c'est favorable aussi parce que ça va permettre de réaugmenter les loyers et ça va permettre d'avoir des taux qui remontent. Et je vais être maintenant un peu provoque. Je vous propose de regarder l'évolution des taux d'intérêt à 10 ans français au cours des 2 dernières années et demie. Donc, si on regarde cette courbe du 10 ans français, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que 2016, on est un peu remonté. Donc, on va la voir à l'écran. Donc, 2016, on est un peu remonté. 2017, on est redescendu. 2018, on a commencé en forte hausse. Et depuis environ 3 semaines, les taux longs ne font que baisser. Question toute simple. J'ai compris ce que vous m'avez dit, ce qui se passait d'un point de vue économique, si les taux montaient. Et s'il y avait plus de croissance économique. Et s'il y avait de l'inflation. Et si les taux ne montent pas, qu'est-ce qui va se passer pour l'immobilier? Ça veut dire concrètement que si les taux ne remontent pas, c'est que la situation économique ne s'arrange pas. Donc on est bien loin des prévisions de croissance et autres, puisque c'est ça le driver de la remontée des taux, c'est le constat de l'amélioration de la situation économique. Mais au-delà du taux lui-même, c'est comment va-t-il se retranscrire dans l'immobilier? Parce que c'est bien beau de dire la hausse des taux, mais ça fait quoi comme conséquence? Est-ce que la hausse des taux va se retrouver intégralement dans les taux de capitalisation ou les taux d'acquisition de nos immeubles? Oui, non. Est-ce que la poche de prime de risque que l'on a va servir à l'atténuer et donc pas de conséquences sur les prix? Est-ce qu'elle se remet de la même manière sur des actifs corps et sur des actifs moins corps? Donc la hausse des taux, oui, mais est-ce qu'elle va se traduire par tout ce que tout le monde attend? C'est un ajustement éventuel des prix, c'est ce que disait Eric. Et je pense que oui,
mais pas dans les proportions, et ça ne sera pas le grand soir. C'est-à-dire que plus les actifs... Daniel, tout à l'heure, vous m'avez insisté, vous avez utilisé parler de l'inflation. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas envisager qu'il n'y ait pas de hausse des taux, non pas parce qu'il n'y ait pas de croissance comme l'hypothèse que vient d'évoquer Jean-Marc, mais parce que finalement, il n'y ait pas suffisamment d'inflation et que la BCE ne soit pas dans ses clous sur l'inflation? Déjà, l'échelle du graphique est un peu, sert aux commentaires, parce qu'elle est sur 2 ans, alors que justement, c'est depuis 2010 qu'on a une tendance qui, pour le coup, est clairement baissière sur les taux. Et la question, c'est celle du retournement de cycle ou pas, en fait. Moi, je pense qu'il y a quand même un consensus pour dire que le scénario à la japonaise, qu'on redoutait il y a encore 3-4 ans, avec des taux bas, une déflation, etc., ce scénario-là, pour l'heure, a l'air plutôt contrecarré. Mais il n'empêche que ce scénario-là a été à l'origine d'un investissement, je dirais, défensif dans l'immobilier de la part de beaucoup d'acteurs, à travers la prime de risque que mentionnait Jean-Marc. Donc voilà, nous, notre anticipation, c'est plutôt que finalement, les acteurs vont investir dans l'immobilier, mais pour des raisons qui seront moins défensives qu'avant, confère la situation des assureurs, etc. Et peut-être pour des raisons qui seront plus liées à l'indexation des loyers, qui seront plus liées à la création d'emplois, aux fondamentaux locatifs. Et si ça n'arrive pas, alors ce sera la reconduite de la situation qu'on a depuis entre 2012 et 2015-2016 finalement, avec effectivement une prospérité de l'immobilier, mais par la prime de risque et par l'effet de rareté, par les prix plutôt que par le loyer. Ok, donc pas forcément défavorable pour l'immobilier. Georges, question de nos amis. Oui, on a eu beaucoup de questions sur les taux que vous avez répondu. On a un peu des questions sur une nécessité de réformer la France. C'est-à-dire finalement, est-ce que s'il n'y a pas une réforme profonde de la France qui n'a pas été faite aujourd'hui, les taux, la croissance ne pourra jamais reprendre, on est condamné à ce que ça décroît chaque année? Surtout, c'est qu'on est quand même extrêmement endetté. Je crois que c'est aussi le rempart sur une hausse éventuelle des taux. On sait que la BCE, elle est quand même prête à redégainer le quantitative easing. Enfin, ils prendront des mesures parce que la hausse des taux, elle viendra effectivement des États-Unis et qu'il y a un moment, il y a quand même la situation particulière européenne qui fait qu'à un moment, ça sera limité. Et ce qui va d'ailleurs avec nos indices de croissance, c'est vrai qu'on se réjouit des indices de croissance, ils sont quand même nettement plus faibles que ce qu'on a connu. La croissance potentielle a franchement diminué. Elle a franchement diminué, mais là aussi, je pense qu'on n'est pas dans la même situation avec un pays qui est peut-être un petit peu plus vieux, un peu plus endetté. Enfin, je veux dire, et puis des réformes structurelles à continuer. Ça se joue et ça pèse sur l'économie. Oui. Georges, une autre question. Oui, très, très simple. C'est quelle est la hausse des taux que vous anticipez? 50 points de base entre la recherche Pardon, on parle taux court ou taux long? Taux long. D'accord, taux long. 50 points de base entre 2018, parce que personne ne sait très bien quand, entre 2018 et 2019, et après une tendance pour progressivement sur un certain nombre d'années, personne ne sait, pour arriver progressivement à 2 qui seraient les taux longs normaux. Enfin, donc c'est ça la vision globale. Le problème, c'est que personne ne connaît le rythme. Et tu le soulignais, ça monte, ça descend. On voit bien la tendance globale, mais personne n'a... Et le tempo, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ok. Parfait. On vient donc de faire le point de cet environnement macroéconomique, donc plutôt favorable. On va donc maintenant regarder ce qui se passe du côté de l'immobilier. Jingle. Un premier élément sur le marché immobilier, je vous propose que l'on commence par regarder un chiffre, ou plutôt une courbe. C'est l'évolution de la collecte des SCPI au cours des dernières années. On voit qu'on a collecté 6 milliards sur l'exercice 2017. Et en fait, ce chiffre de 6 milliards, il est assez intéressant quand on le met en parallèle avec l'assurance vie qui, elle, a collecté 7,2 milliards l'an passé. Alors, on va essayer de faire un point déjà sur vos collectes et vos investissements de l'an dernier. Et puis après, on va s'interroger pour savoir s'il y a beaucoup d'argent, trop d'argent ou pas sur le marché de l'immobilier. Collecte et investissement 2017 chez Amundi Immobilier, ça donnait quoi, Jean-Marc Colly? On va peut-être parler de collecte auprès des particuliers, parce que c'est celle qui viendrait autour de 3 milliards d'euros. Et les investissements autour un peu plus de 6 milliards d'euros, parce qu'ils comportent une partie d'investissement fait pour les institutionnels, et puis une part d'effet de levier, puisqu'on profite quand même des taux pour s'endetter un petit peu, au moins à hauteur de 30-40%. Donc ça explique l'écart entre cette collecte donc retail, cette collecte institutionnelle et les 6 milliards d'euros, un peu plus de 6 milliards d'euros d'investissement. Ok, donc 6 milliards sur le marché, Christophe, vous? Globalement, la Française, 2,2 milliards de collecte, 2,8 milliards d'investissement. Effectivement, une répartition retail institutionnelle qui est
50-50 à peu près. Un phénomène quand même un peu nouveau, c'est l'arrivée d'investisseurs internationaux de manière assez puissante, puisque notamment les Asiatiques sont en train de rentrer de manière assez importante sur le marché européen, post-Brexit. Donc là, il y a un vrai sujet d'intérêt sur le rendement délivré par la classe d'actifs immobilière. Et puis, un biais quand même assez intéressant, c'est les Français, les particuliers qui investissent sur les CPI en France, investissent certes sur des véhicules français, mais à l'étranger. Alors, Éric Cosra, Perial. Nous, on est uniquement sur les CPI, 360 millions de collectes et 720 millions d'investissements. D'accord, vous avez investi beaucoup plus que la collecte? On a investi beaucoup plus que la collecte. D'abord, on avait pas mal d'argent qui était collecté en début d'année et même l'année précédente. Donc il y a eu effectivement un rattrapage en ce qui concerne les investissements. Et puis également l'effet levier, on a profité des taux bas. Daniel Way. Donc 3 milliards d'euros de collecte, dont 2 milliards en retail, comme on dit, c'est auprès des particuliers, et 3,5 milliards d'euros investis en France et en Europe. Est-ce qu'il y a eu un effet IFI sur la collecte au second semestre? Alors, il y a eu un effet, pas tellement un effet IFI du fait d'un volume de retrait important. On n'a pas, nous, enregistré un volume de retrait important de la part de gens qui auraient été assujettis ou qui auraient anticipé d'être assujettis à l'IFI, mais plutôt, à mon avis, un effet psychologique devant, je dirais, l'accumulation de mesures plutôt répressives sur le plan fiscal pour l'immobilier. À mon avis, c'est ça qui a joué. Éric Cosra, même sentiment? Alors nous, on a eu une année très paradoxale parce qu'on a commencé l'année 2017 en restreignant la collecte, en instaurant des quotas pour pouvoir effectivement la réguler. Et en fin d'année, on a effectivement connu une certaine baisse et désaffection liée à l'IFI. Oui, effectivement, on a moins collecté dans une période qui était plus traditionnelle, qui sont les périodes de fin d'année. On a clairement moins collecté que l'année précédente. Est-ce que par rapport à ça, il y a des réflexions pour faire de l'immobilier hors IFI aujourd'hui dans les cartons chez les uns ou chez les autres? Il faudrait surtout militer pour que les CPI soient exonérés de l'IFI. Je crois que c'est notre combat commun. Ok. Tendance actuelle sur la collecte sur ce premier trimestre. Jean-Marc. Alors nous, on a une prévision de collecte auprès des particuliers, qui est à peu près identique à celle de l'exercice précédent. Ça, c'était la prévision qui était faite au mois d'octobre-novembre. Le constat du début de l'année, c'est que c'est un tout petit peu moins fort, une vingtaine de % en moins. Mais on ne sait pas très bien à quoi l'attribuer, là encore. Est-ce que c'est saisonnier? Il n'y a pas d'explication très logique. On pense aussi quand même, pour revenir à ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, qu'il y a peut-être aussi une interrogation quand même des Français pour dire ne sommes-nous pas dans notre bulle? Est-ce que c'est un moment d'investir sur ces produits-là? Et que c'est sur ce point-là, plus que sur l'IFI, qu'il faut qu'on les rassure. Si on a une autre capacité, dans le long terme, distribuer les rendements qui sont les rendements d'aujourd'hui. Christophe Hénizan, la française, la position sur la collecte au premier trimestre? Oui, je pense qu'il n'est pas anormal qu'après une année de collecte record, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, l'année dernière c'était une année de collecte record sur les CPI, le marché respire. Donc en début d'année, tout le monde reprend un peu les positions, attend les atterrissages 2017, les perspectives 2018. Et c'est vrai qu'au mois de janvier, ça a été un mois qui a été la continuité de 2017. Février, ça a été un petit peu plus calme. Et là, ça repart au mois de mars. Je pense que les partenaires, en tous les cas les CGP qui ont travaillé beaucoup à la française, ont regardé le marché, ont un peu entendu les asset managers partenaires pour voir quelle était leur vision du marché, ont regardé les taux, parce que les taux c'est un élément majeur pour leur appétence pour l'immobilier ou pas. Mais globalement, l'épargne immobilière reste au centre des préconisations, que ce soit en direct ou en assurance vie, quoi qu'on en dise. Alors quand on parle collecte, on parle distribution. Daniel Weil, vous avez créé une plateforme de distribution européenne? Oui, Primonial a créé une plateforme de distribution, est en train de construire une plateforme de distribution au Luxembourg. Le constat, en fait, c'est qu'on anticipe que d'ici 5, 7, 10 ans, les concurrents ne sont pas les SCPI, mais des fonds pan-européens. C'est-à-dire que clairement, on le voit chez d'autres acteurs, il y a des acteurs pan-européens qui sont en train de se constituer. L'idée, c'est de prendre date et de commencer à mettre en place les fondamentaux pour anticiper ça, et puis être aussi à l'affût, comme on en parle dans les instances de place, d'évolutions réglementaires qui permettront de distribuer plus librement et plus facilement les fonds immobiliers à toutes sortes, à tous les pays d'Europe, de la zone euro en tout cas. Jean-Marc Colly, je suis distributeur français, j'ai un produit qui fonctionne plutôt pas trop mal depuis déjà de nombreuses années, c'est la SCPI. Je me dis, mais on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive, on se dit ils ont sûrement des difficultés à le placer. Est-ce que l'idée, je comprends l'idée de la profession de se dire le marché européen est un marché important, allons chercher le marché européen, est-ce que ça peut servir ou pas les investisseurs et les distributeurs français? Alors, il n'y a pas comme objectif d'augmenter le volume de ce que l'on collecte.
Nous, on estime que voilà, développer une distribution à l'étranger, et on le fait déjà, hein, c'est aussi assurer une meilleure liquidité pour notre produit. Parce que bien évidemment, quand un produit, et nos produits sont bien sûr dépendants de la commercialisation pour assurer la liquidité, les entrées et les sorties, un produit qui est largement distribué a plus les chances de ne pas subir l'effet d'un Brexit ou une situation économique particulière dans un pays. Donc améliorer la liquidité au travers de l'élargissement de la zone de distribution, c'est aussi un des objectifs recherchés. Et puis surtout, ne pas laisser d'autres, comme disait Daniel, prendre notre place. Et, voilà. Et sur le niveau européen, je rappelle qu'il y a 2 pays qui sont les leaders des fonds non cotés, c'est quand même l'Allemagne et la France. Les autres sont plutôt des fonds cotés. Donc voilà, l'idée, c'est de dire qu'il faut que la gestion française, dans cette dynamique macronienne, prenne place en Europe. Du premier de cordée. Voilà, du premier de cordée. Du premier de cordée, voilà, qu'on prenne la place et qu'on y aille. Et bon, alors oui, la plateforme luxembourgeoise semble être aujourd'hui celle. D'ailleurs, c'est un problème, tiens, d'image pour la France. Hein, un produit franco-français, d'après nos études, ne se distribuerait pas en Europe. Parce que l'image française n'est pas à la hauteur de. Donc, il faut passer par le Luxembourg. Alors maintenant, passer par le Luxembourg, ça a quelques avantages, parfois fiscaux. Tout ça va être complètement refondu, la législation européenne va être complètement refondue. Donc il faut voilà, que la profession française, et on s'en préoccupe tous, hein, autant que nous sommes, fixe comme l'objectif l'internalisation de notre distribution pour nos collectes, pour notre asset management immobilier, mais aussi pour la liquidité de nos fonds. Allez, on revient en France avec vous, Éric Cosra. Beaucoup d'argent arrive donc dans la pierre papier. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'argent par rapport à l'état du marché ? Il y a effectivement une très forte concurrence sur le marché français. Je crois que c'est pour ça que tous autour ici, nous avons effectivement attaqué l'Europe. Et ma conviction, c'est que demain, nos produits d'immobilier seront des produits pan-européens. On gère des produits qui sont axés sur la mutualisation, sur la diversification. Et justement, des marchés qui n'obéissent pas forcément au même rythme et au même cycle, c'est une sécurité pour l'épargnant. Donc nous avons déjà commencé à aller investir hors de nos frontières, justement, pour pouvoir éviter de se retrouver en concurrence sur les mêmes immeubles, puisqu'on a tous à peu près les mêmes profils d'acquisition. Christophe Inizan, la taille du marché français, on est dans... Je vais vous poser la question simplement, est-ce qu'on est en situation de bulle? Est-ce que par rapport au flux qui arrive et à la taille du marché, il y a adéquation ou il n'y a pas adéquation? Une chose est certaine dans tous les cas, c'est que les volumes d'investissement en France en 2017 n'ont pas explosé par rapport aux années précédentes. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, l'européanisation de nos activités est en train de prendre une dimension très, très, très forte. Je tiens à attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait qu'il faut quand même avoir des gérants sur place. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de dire je vais à l'étranger, pour des raisons qui tiennent à ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure notamment. Mais il faut aussi avoir des équipes qui connaissent les marchés, et ça c'est très important. Et en ce qui nous concerne dans tous les cas, on a fait le choix d'abord développer des équipes sur place avant d'aller sur les marchés, parce que les marchés nécessitent une connaissance locale. Et donc ça c'est très important. Et il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui en Europe, c'est pour mémoire 300 milliards d'investissements dans l'immobilier d'entreprise en Europe l'année dernière. Et juste pour donner un état de la situation, dans le monde c'est 1500 milliards. Donc 25 milliards en France, effectivement il y a peut-être une taille de marché qui nécessite d'aller à l'étranger, mais il y a encore de la place en Europe en tous les cas. Alors, il y a un internaute. Oui, on a de nombreuses questions sur bulle ou pas bulle. Il y en a un qui résume très bien, qui dit en toute franchise, ça ne commence pas à sentir la bulle. D'un point de vue financier, il y a deux aspects du point de vue de la française. En tout cas, il y a l'aspect financier et l'aspect économie réelle. L'aspect financier, on le monitore par la prime de risque. Aujourd'hui, la prime de risque, elle est à environ 220 points de base. Nous, on estime à la française, en tous les cas, tant que la prime de risque ne casse pas à la baisse 150 points de base, qui est la moyenne historique, il n'y a pas de risque de bulle. Alors, quels sont les marchés immobiliers qui sont en bulle? Royaume-Uni. Ceux qui cumulent le marché immobilier au plus haut, la situation économique la meilleure, les loyers qui n'ont jamais été aussi hauts, ceux-là sont en bulle. Alors oui, on peut, au Royaume-Uni, la perspective du Brexit devant. On peut s'interroger un peu sur l'Allemagne quand même, dont les prix n'ont fait qu'augmenter, même si la situation économique est certaine. Et puis on regarde deux pays dans lesquels on n'a pas d'effet bulle, parce qu'en fait on est très loin de l'effet du maximum du loyer, c'est la France
Je rappelle qu'on a quand même une petite crise économique depuis 2007 et qu'on commence toujours à s'en sortir. Donc les loyers sont au début de ce qu'on pourrait être un chemin de la hausse. Et puis l'Espagne, qui est l'exemple ultime. Voilà, ça, ce sont des pays dans lesquels le vrai moteur de l'immobilier, plus que la baisse des taux, qui est l'augmentation des loyers, peut venir prendre la suite de cette politique de taux pour assurer la continuité. Donc nous ne sommes pas en bulle sur cet aspect-là. En France, en Espagne, en Italie, il faut être attentif sur des pays un peu plus nordiques dans lesquels là, la conjonction des 4 éléments n'est pas la bonne. Daniel Weil. Moi, je dirais qu'une bulle dépend aussi des raisons pour lesquelles les marchés sont investis. C'est-à-dire qu'une bulle, techniquement, c'est des marchés qui augmentent uniquement parce qu'on anticipe qu'ils vont augmenter et donc on cherche à cristalliser une plus-value future. Ça n'est pas le cas du marché immobilier où les investisseurs sont défensifs et orientés rendement avant tout. Le jour où on ne verra que des opérations de TRI plutôt que de rendement et que des opérations de création de valeur, donc anticipant une valeur future mais pas des cash flows actuels, alors on pourra parler de bulle. Ça ne veut pas dire, parce qu'il n'y a pas la bulle et la normalité. Entre les deux, il y a sur certains marchés, le prime parisien, etc., des valeurs métriques qui aujourd'hui sont problématiques, donc qui demandent un niveau de vigilance. Mais ce n'est pas la même chose qu'une bulle qui éclaterait d'un coup parce que les investisseurs se retireraient. Alors, on va regarder, pour conclure cette partie, puis après, je vois qu'il y a plein de questions, donc on va prendre aussi des questions. On va regarder des chiffres, c'est les performances des SCPI en 2017. On voit des taux de rendement qui sont compris selon les SCPI entre 4 et 5% et dans la majorité des cas, des revalorisations de parts. Question très simple, j'ai entendu le discours sur l'amélioration de la situation économique, sur le niveau des taux d'intérêt. Globalement, sur 2018, vous tablez sur quoi en termes de résultats des SCPI et en termes de distribution de revenus? Pardon, je ne vais pas vous le demander en pourcentage, parce que le pourcentage, ça ne veut rien dire, parce qu'il faut regarder le numérateur et le dénominateur, mais en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire en euros, on va à la baisse des distributions, maintien des distributions ou plutôt tendance à la hausse? Jean-Marc les rigole, donc il va commencer. C'est un mauvais choix. Il y a des années qu'on distribue plus que le résultat qu'on produit. Donc, mais c'est consécutivement, bien sûr, à l'arrivée de la clôture. Alors, on le distribue parfois avec des réserves que l'on a accumulées quand tout allait bien, c'est fait pour ça. On le distribue parfois aussi la plus-value qu'on a créée en vendant des immeubles, ce qui là est plutôt une bonne chose. Donc, dans tout ce qui est publié, les 4 ou 5%, voilà, c'est aussi l'expression de ça. Donc, on a des résultats qui sont un peu plus faibles et on ne les voit pas diminuer en 2018, mais on ne les voit pas non plus beaucoup augmenter pour nous permettre de rejoindre tranquillement la distribution qu'on a. Donc, c'est ça, me semble-t-il, la réalité que l'on vit tous. Bah, en clair, nous, à la Française, c'est stabilisation des résultats en légère amélioration quand même, et même niveau de performance que 2017. Ça traduit, si je peux me permettre juste, quand même une inflexion dans le cycle. C'est-à-dire que ce que dit Jean-Marc est très juste, mais on voit bien quand même une capacité à faire passer des augmentations de loyer, et l'indexation va jouer, même si c'est encore très, très partiel. Et dans le tableau que vous avez montré tout à l'heure, on parle bien de performance absolue. La performance absolue des SCPI en 2017 est juste donc 4,30 de rendement, plus variation autour de 2%. Donc on est sur une performance absolue de 6%. Il est évident que ce rythme-là n'est pas tenable. Mais on est bien sur un segment des SCPI dites d'entreprise où les investisseurs vont chercher du rendement. Et ce rendement devrait normalement, si le cycle connaît une amélioration, être en légère progression dans les années à venir. Daniel Weil. Oui, nous, on a des SCPI qui sont relativement récentes, parce qu'on a été créé en 2011, et donc les SCPI ont entre 4 et 7 ans. Et donc nous, on table sur une stabilité du résultat net, mais une plus grosse affectation au report à nouveau, puisqu'on est effectivement dans cette problématique de constituer des réserves. Et il faut vous êtes comme les banques centrales, vous êtes en train d'essayer de vous recréer des munitions. Des munitions qui permettront, qui permettront quand même de juguler les sujets locatifs qui vont arriver. C'est-à-dire que la logique, le cycle de vie d'une SCPI, c'est quand même d'avoir des baux qui commencent par être longs et puis au fur et à mesure de la vie de la SCPI, de constituer des réserves. Et si on ne le fait pas alors que le rendement est extrêmement bas et qu'on peut augmenter les réserves sans pour autant ne pas être compétitif en matière de rendement, on ne le fera jamais. Donc il faut commencer à le faire clairement. Éric Cosra pour Parial. Amélioration des taux d'occupation, réduction des franchises de loyer, amélioration du résultat et maintien du dividende. C'est une incantation ou une... C'est une feuille de route. Après, c'est différent selon les CPI. Je suis d'accord avec toi. Chargez la taille des questions des internautes. J'ai une question beaucoup plus terre à terre et très factuelle. C'est on nous demande quelle est l'acquisition dont vous êtes le plus fier en 2017.
Nous avons, nous, acquis le siège de PSA à Milan. C'est un siège historique puisque PSA y est installé depuis les années 20, 1920. Donc on est très fiers et on amène d'ailleurs nos gros investisseurs institutionnels en avril pour aller le visiter. Daniel Weil. Alors nous, c'est une acquisition qui a fait un peu de bruit médiatique, et celle de la rue de la République à Marseille, enfin un portefeuille qui s'appelle le portefeuille héritage à Marseille. Donc c'est la rue qui va de Roubaix jusqu'au Vieux-Port. Et effectivement, c'est une rue qui a connu vraiment des grandes difficultés, etc., et sur lequel on a une stratégie de réhabilitation assez forte, à 2700 € du mètre carré, avec une perspective effectivement de remise au centre de cette rue. Voilà. Christophe Hénizan. La plus fière, c'est celle qui viendra, mais dans le trêve de plaisanterie. Non, on est assez alors emblématique, pas fier, c'est pas le mot, mais emblématique sur l'immeuble de Porsche à Stuttgart, parce que c'est assez emblématique de la capacité qu'ont les SCPI aujourd'hui à l'international. À financer les constructeurs automobiles. Allez, la direction financière de Porsche en l'occurrence. Qui vient beaucoup à l'électrique. L'économie réelle, hein. L'économie réelle. Et ça traduit quand même quelque chose de profond sur la capacité qu'on a à aller chercher des actifs avec des locataires premium. Jean-Marc Collier, par cet immeuble. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait comme automobile? Non, on n'a pas fait. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire? Si, Cœur Défense, parce que c'est le plus gros, mais c'est pas parce qu'il est gros, et qu'on le partage d'ailleurs avec nos amis, parce qu'on peut avoir des convictions parfois mutualisées. Non, surtout parce qu'il est l'expression peut-être d'un nouveau service dans les immeubles. Ce qui nous intéresse dans Cœur Défense, c'est la taille de cet actif, la taille de ces parties communes, et on sait que le service que l'on va rendre à nos locataires dans les immeubles sera un élément important de la qualité et du succès d'un immeuble dans l'avenir. Et que plus la taille de l'immeuble est important, plus le volume des services qu'on peut offrir à l'intérieur de l'immeuble sera à la hauteur de ce qu'ils attendent, et le tarif le plus mutualisé possible. Donc, au moins pour cet aspect-là, indépendamment de sa taille, c'est un élément qui nous paraissait important du changement de mode d'utilisation des immeubles. Ok, merci à vous tous donc, de nous avoir donné ces précisions sur les investissements dont vous êtes les plus fiers en 2017. Je vous propose donc tout de suite de passer à la partie suivante. On va s'intéresser à vos investissements et à vos grandes idées pour 2018. Tout de suite, quelles opportunités? Où investir en 2018? Alors on va faire un tour de piste. Je vais commencer avec vous, Eric Costra, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au mois de novembre. Vous nous aviez annoncé qu'il y avait des changements qui allaient se faire au niveau d'une SCPI de chez vous, qui allait changer de nom, qui allait s'appeler Grand Paris. C'est fait? C'est fait. Donc PF Grand Paris est lancé. On a plutôt effectivement un bon écho de la part des conseillers en gestion patrimoine. On a effectivement déjà bien collecté. Et nous nous inscrivons dans la dynamique du Grand Paris, qui est quand même, là, on parle au niveau monde, c'est-à-dire comment Paris peut effectivement devenir une métropole, et en tout cas rester une métropole monde, avec des plans d'aménagement du territoire qui sont extrêmement ambitieux, qui sont sur le long terme, et dans lequel nous allons nous inscrire en tant qu'investisseurs sur effectivement des zones... ce qu'on appelle les clusters au sein du Grand Paris. Ok, j'ai quand même lu la presse au mois de février, et au mois de février, il y avait Édouard Philippe qui devait nous annoncer quelques arbitrages, et il nous a pas annoncé que des... il a un peu joué le père Larrigueur, là, en train de nous dire, ouais, le timing, les budgets... La politique d'aménagement du territoire, évidemment, il va y avoir des décalages. On sait comment ça se passe, hein. On a vu la construction du périph', on a vu tous les grands travaux ont effectivement un allongement du délai. Il y a des histoires politiques, il y a des histoires budgétaires, il y a des histoires également techniques, parce que c'est quand même le Grand Paris Express, il y a quand même beaucoup de tunnels à construire. Donc évidemment, il y aura du retard, évidemment, il y aura du délai. Un tunnelier va à 12 mètres par jour. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Donc c'est ce que j'ai retenu, moi. On a fait en plus de ça des efforts technologiques enfin, énormes. Maintenant, c'est impressionnant. Maintenant, le Grand Paris, c'est déjà dense, c'est déjà construit. Et de toute façon... voilà, donc, et notre stratégie, c'est de pouvoir effectivement se positionner, notamment sur des gares qui vont être créées, sur des lignes qui vont être développées. On doit chercher des relais de croissance, on doit sortir des immeubles banalisés et chercher des relais de croissance, et je pense que le Grand Paris en est un. Allez, Georges. Oui, j'ai une question pour vos trois confrères. On me demande, est-ce qu'il n'y a que Perial qui surfe sur le Grand Paris? Bien évidemment que les bonnes idées se partagent. Visiblement, le plan de table n'a pas été fait par hasard. Ça fait. Non, bien évidemment que c'est un sujet à la française, et plus qu'un sujet, puisque au-delà de la thématique qui est bien évidemment une thématique centrale, puisque
Vous le savez, c'est l'un des plus grands projets dans le CDE d'infrastructure, hein, puisque c'est 35 milliards d'euros quand même, donc c'est un vrai sujet. C'est plus important que le Grand Londres en son temps. Est-ce que c'est pas loin quand même? C'est pas loin. Alors non, c'est pas loin pour une simple et bonne raison, c'est qu'un acteur comme la Française, typiquement, qui a répondu à des appels d'offres, a remporté un appel d'offres autour du Carrefour Pléel que vous connaissez. Donc clairement, vous allez avoir des asset managers qui vont se positionner sur des projets. Alors, il y a les JO qui vont être un accélérateur extrêmement puissant et ça donne une deadline quand même qui est 2024, donc c'est pas très loin, 2024. Et la création de valeur sur un projet de cette envergure, hein, je rappelle quand même que c'est 68 gares, c'est 200 km de lignes automatisées, c'est quasiment le doublement de la surface de Paris en réalité. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une thématique extrêmement forte qui va rendre à Paris une dimension internationale extrêmement puissante. Et je pense que les investisseurs français sont probablement ceux qui l'ont encore pas tout à fait perçu, puisque à l'international, on en parlait tout à l'heure, nous, on a des échos extrêmement favorables. C'est-à-dire qu'on pense que dès le lancement des véhicules que nous dédierons au Grand Paris, nous aurons une appétence extrêmement forte. Donc c'est un relais aussi de croissance pour nos fonds. Et puis juste quand même pour compléter le propos, on parle beaucoup de nos SCPI, on parle beaucoup d'alternatives ou de substituts au fonds euro, pour le dire directement et pour être un petit peu cash dans les propos. Il y a juste quand même quelque chose qui s'opère, c'est que l'épargne immobilière, SCPI, OPCI, est en train d'émerger à l'image de l'épargne financière il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Donc on est en train de changer de dimension. Et le Grand Paris est probablement un vecteur de développement extrêmement important. En tous les cas, la Française, on va très, très vite lancer une SCPI sur cette thématique-là avant l'été. Daniel Weil, votre dada pour 2018, c'est quoi? Pour 2018, ça va être le... Alors d'abord, je tiens à dire que je suis d'accord avec les propos qui ont été tenus sur le Grand Paris. Et effectivement, pour nous, il y a une vraie opportunité, notamment sur les gares qui seront livrées en 2024. Hein, on a acquis pas loin de le quartier dont tu parlais, un immeuble sur le Carré Pléiel, au pied de la future gare du Grand Paris. En fait, tout le monde veut aller là. Tout le monde veut acheter avec ça. Voilà, si je comprends bien. C'est le site des JO. Oui, clairement. C'est ce qui est le plus rapide. Non, parce qu'il y a 60 gares, on ne me parle que d'une seule. Donc. Alors, on y croit, mais on y croit plus en résidentiel qu'en bureau, évidemment. C'est-à-dire que je pense que le train qu'on doit prendre, c'est celui un peu de la redistribution des territoires, ce qu'on appelle la métropolisation. C'est vrai au niveau français, enfin au niveau de français hors Île-de-France. C'est vrai en Île-de-France avec justement les gares du Grand Paris qui vont quand même redistribuer un peu les choses en termes de territoire. C'est même vrai au niveau européen. Donc nous, ce à quoi on réfléchit de plus en plus et qu'on va mettre en pratique bientôt, c'est, je dirais, un prisme territorial dans l'investissement parce que c'est là qu'il y a de la valeur à créer. D'accord, mais enfin, vous êtes en train de m'annoncer un prisme territorial, vous êtes en train de me confirmer résidentiel. Oui. Laurent Fléché nous en a déjà parlé ici sur... L'axe, c'est de dire il y a un intérêt au résidentiel. Jean-Marc Colly, vous, votre sentiment sur le résidentiel? Je peux dire un mot sur le Grand Paris? Parce que je ne partage pas tout à fait leur avis. C'est un super projet pour la métropole. Oui, une métropole, c'est toujours efficace. Ceci étant, il n'y aura pas autant de succès qu'il y a de gares créées. Donc, visiblement, tout le monde va à la même. Il n'y aura pas autant d'habitants ni autant d'entreprises qui voudront revenir pour occuper les futurs locaux qu'on créera. Alors, on crée l'infrastructure de ce qui sera le développement de demain, mais voilà, il faut rester peut-être un peu plus raisonnable. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dit Grand Paris qu'il y aura forcément et des emplois et des actifs. Bon, ça c'est et nous, on sera plutôt, non pas des anticipateurs, mais des suiveurs. En clair, vous attendez pour... là encore, le Stade de France s'est construit, personne n'aurait été acheter un immeuble, et pourtant il y a bien les JO. Il a fallu quelques années avant que ça se développe, et je préfère être dans la deuxième vague, quand tout sera bien stabilisé, quand les quartiers seront vraiment fréquentables, quand on pourra y habiter, quand il y aura des écoles, enfin toute l'infrastructure qu'il faut autour, et pas seulement une gare qui sera posée au milieu d'un quartier. Donc c'est une superbe idée, c'est une super projet d'infrastructure, voilà, mais est-ce que c'est bien notre métier, nous en SCPI, d'être des anticipateurs, donc des gens qui prennent des risques, ou est-ce qu'on doit être plutôt des suiveurs pour assurer ce que souhaitent nos clients, c'est de la sécurité, de la régularité. C'est peut-être ça, et qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le reste de l'Europe que de faire des paris. Est-ce qu'il faut être un anticipateur sur le thème du résidentiel? Les institutionnels l'ont abandonné il y a de cela quelques années. Est-ce que aujourd'hui, sans avantage fiscal, ça vaut le coup d'y retourner? Le grand intérêt du résidentiel aujourd'hui, c'est qu'avec la baisse des taux, le rendement et un peu de financement, le rendement commence à être à peu près
acceptable pour les investisseurs institutionnels qui regardent le produit résidentiel. Ceci étant, on ne change quand même pas beaucoup de choses, on ne récupère pas la TVA et donc c'est quand même un coût important. La réglementation et les rapports bailleurs-preneurs sont toujours extrêmement contraints et réglementés en France. Donc là, vous êtes en train de préparer le lobbying vis-à-vis des pouvoirs publics, en train de dire on est prêt à retourner, mais il faudrait quand même quelques conditions. Quand un investisseur institutionnel veut vendre un actif à la découpe ou en bloc, c'est un enfer. Donc oui, l'actif résidentiel nous intéresse, parce que ses rendements aujourd'hui sont assez proches de ce que l'on veut, mais il faut qu'on ait un contexte autour qui nous aide. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire en France ce que nous faisons en Allemagne, en achetant dans des pays dans lesquels justement la réglementation est différente et dans lesquels on peut s'inscrire sans avantage fiscal. Le seul qu'on demande, ça serait de pouvoir éventuellement amortir les biens et donc d'avoir une fiscalité un peu plus allégée, non pas au travers d'un avantage, mais la simple constat de l'obsolescence de ces actifs. Mais bon, résidentiel, oui, mais il va falloir desserrer les contraintes et puis non pas accorder un avantage fiscal ponctuel, le Pinel pour la 10e fois, mais quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui rassurera les investisseurs particuliers autant que les institutionnels. Ok, on transmettra le message au ministre. Et on attaque tout de suite par les questions parce que le temps tourne, il est 42. Il y a un autre sujet qui intéresse beaucoup nos internautes qui est beaucoup plus large, qui est l'Europe. On nous dit que beaucoup d'entre vous vont surtout en Allemagne et en Espagne. Est-ce que vous favorisez ces deux pays-là? Est-ce que vous regardez d'autres pays? Qu'est-ce que vous faites en Europe? Alors, qu'est-ce que vous faites en Europe? Éric Kostra, chez Perial. Allemagne, Pays-Bas. Pourquoi? Deux économies solides. Les Pays-Bas ont connu une période difficile au terme immobilier. Il y a donc une remontée. Donc on arrive encore à trouver des opportunités avec des bons taux de rendement là. Et l'Allemagne, parce que c'est le marché le plus profond et l'économie la plus solide de l'Europe. Jean-Marc Colli. Alors nous, on garde la convergence des taux. Et on se dit que dans le fond, donc des pays comme l'Allemagne, oui, ils ont des taux à peu près identiques aux nôtres, sur une économie un peu plus solide, donc on va aller y chercher de la sécurité. Après, on va peut-être regarder... Même si vous avez dit en termes de prix... Oui, une partie sécuritaire, parce que bien évidemment, Berlin, par exemple, est une ville qui est en train de réapparaître et de renaître à côté des autres villes allemandes, donc on ne prend pas un gros risque en allant jouer le marché de Berlin. Après, nous, on regarde un peu, comme Eric sur les Pays-Bas, tous les pays dans lesquels la prime de risque est un peu plus importante. Il y a les Pays-Bas, il y a Dublin, l'Irlande, il y a un peu l'Autriche, il y a le Benelux dans lequel on a des économies à peu près proches des nôtres, ou proches des économies voisines, des primes de risque un peu plus importantes. Ça, on va les regarder. Et puis les pays dans lesquels, comme je le disais tout à l'heure, on a un sentiment que la reprise économique va entraîner la progression forte des loyers. C'est le cas de l'Espagne, c'est d'une certaine manière aussi le cas de l'Italie. Donc c'est cette politique-là, différenciée selon l'objectif que l'on recherche, soit de la sécurité, soit un peu plus de taux de rendement, soit une progression forte des loyers dans le futur qui guide notre politique d'investissement. Christophe Inizan, la France. Oui, plutôt marché profond. Donc en ce qui nous concerne, pour le moment, en tous les cas, pas l'Espagne, et puis surtout des métropoles avant des pays. C'est-à-dire qu'on investit davantage sur les grandes métropoles allemandes, Berlin, Stuttgart, où on voit quand même un puissant développement. Vous avez des villes comme Stuttgart où le taux de vacances il est proche de 2, donc proche de Paris intramuros, donc il y a quand même un soutien très fort. Dublin, effectivement, pour profiter du Brexit. Amsterdam, Bruxelles, mais plutôt des pays corps. Nous, on a une approche plutôt fonds de portefeuille de la SCPI. La SCPI en tant que telle est un véhicule qui n'est pas, aux yeux de l'investisseur, un support risqué, donc il n'y a aucune raison d'aller prendre des risques dans les sous-jacents, de notre point de vue. Daniel Way. Oui, on a fait des opérations ponctuelles en Italie et en Espagne, mais il ne faut pas se tromper sur les proportions. En termes de profondeur de marché, l'Allemagne est 2 fois plus profonde que la France. Et après la France, on est très très en dessous en termes de marché locatif. Le marché locatif d'une ville comme Milan, le plus important en Italie, est équivalent à celui d'une ville comme Lyon. Donc on est tout de suite dans une catégorie différente. Nous, on anticipe. Bureau ou pas bureau? Alors justement, nous, on a des convictions, notamment, comme vous le savez, sur la santé, notamment en Allemagne. C'est-à-dire qu'on pense que l'immobilier de santé en Allemagne, par exemple, est une thématique qui est vraiment attractive et où il faut aller aujourd'hui. Et on a d'autres qui sont allés où il faut aller aujourd'hui, avant qu'il y ait la même compression des taux que ce qu'on anticipait en France. On parle d'un pays où il y a clairement un manque de lits. On parle d'un pays où la branche dépendance de la sécurité sociale est excédentaire. Donc là, par exemple, du fait du pays, mais du fait de la thématique aussi, on a une opportunité. Bien, je regarde ma montre et il est exactement 18h45, une mi-temps dure 45 minutes. On va donc se quitter dans quelques instants. Georges, un mot? Enfin, on se quitte pour mieux se retrouver. Donc c'est la prochaine fois? Exactement, nous nous retrouvons avec Vie+. Je ne connais pas encore la date, il y a un petit conflit de calendrier, mais on vous l'annoncera très vite. Voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette mi-temps. J'espère que vous avez aimé le beau jeu. Et puis on vous retrouvera donc tous pour le prochain Club Expert Immobilier. Merci à vous tous et à bientôt. Ciao.
Merci à vous.